Quoi de mieux avant de parler de la Justice League que de parler du héros qui a inspiré le début du DC Animated Universe et qui a aussi été réalisé par Zack Snyder. Zack Snyder qui a réellement été le lancement par rapport à tout ça. Alors pour être honnête avec vous, je n'ai pas vu tous les films Superman. Je dois admettre que je n'ai vu que les deux premiers de Richard Donner. Enfin, le premier de Richard Donner et le deuxième version cinéma. Et autant je suis d'accord pour dire que le premier Superman est probablement le meilleur film Superman. Ou alors c'est Superman Returns, mais il faut que je le revoie celui-là. Je suis pas encore sûr. Le 2 avait quand même pas mal de problèmes. Les 3 et 4, ce sont des navets. Je refuse de les défendre. Et Returns, je le détestais à l'époque, mais si je le revoyais maintenant, je pense que je l'apprécierais beaucoup plus qu'avant. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas là pour parler de ces anciens Superman, nous sommes là pour parler du renouveau de Superman avec Man of Steel. Et au cas où, quitte à montrer le soutien pour un film, autant aller jusqu'au bout. Man of Steel devait être le lancement du DC Universe, ou DC Extended Universe pour ceux qui préfèrent. Un peu comme le MCU. Donc pour commencer l'univers, il décide de faire appel à un petit réalisateur de comics nommé Zack Snyder, qui avait déjà réalisé 300 et Watchmen. Deux films qui sont réputés comme étant des copier-coller des comics. Pour 300, je dirais oui, je l'ai vu, je l'apprécie, c'est sympathique dans le style, mais c'est vrai que dans la majorité, c'est une copie du comics. Watchmen, je l'ai pas encore vu. Enfin, je l'ai vu, j'ai vu la version cinéma que je possède mais qui n'est pas là. Et j'avais gardé un bon souvenir d'ailleurs de Watchmen, je trouve que c'est un très bon film. Mais après, par rapport aux comics, je ne peux pas dire parce que je n'ai pas encore lu le comics Watchmen. Malgré ça, Zack Snyder, je ne connaissais pas ce réalisateur et j'étais plutôt intéressé de voir ce que pourrait donner un film Superman avec lui. Et qu'est-ce que ça donne? Eh bien, parlons d'abord de l'histoire du film. Jor-El a tenté de prévenir le conseil de Krypton que la planète était perdue. Ceux-ci refusant de l'écouter, il profite du coup d'état du général Zod afin de voler le codex de Krypton et de le mettre dans la nacelle qui enverrait son fils sur Terre, afin que les deux soient en sécurité. Avec le temps, Kal-El grandit sur Terre et il est à la recherche de sa véritable identité afin de comprendre pourquoi il est arrivé sur Terre. Mais à côté, le général Zod est à la recherche du codex et il compte bien retrouver Kal-El afin de retrouver ce codex. En gros, c'est l'histoire du film. Et qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? J'ai beaucoup aimé et j'irais même jusqu'à dire que pour moi, ce film est mon film Superman préféré. Ce qui ne veut pas dire qu'il est le meilleur. Le meilleur film Superman, c'est soit Superman 1 de Richard Donner, soit Superman Returns de Bryan Singer. Mais ce film-là de Zack Snyder, même par rapport à d'habitude, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas son esthétique, qui n'aiment pas sa mise en scène, ses ralentis, ce que je peux comprendre, mais si vous voulez bien, on va en reparler au fur et à mesure dans cette critique. De toute façon, on va commencer par les vrais points négatifs du film pour moi. Je pense que le plus gros point noir du film, c'est la relation Lois et Superman. Dans les autres films, elle était assez bien développée, mais là, je vous avoue que la relation, on aurait pu s'en passer. Surtout qu'on ne comprend pas vraiment ce qui les attire l'un l'autre. D'un côté, vous avez Clark Kent qui est à la recherche de sa véritable identité. Alors oui, il tombe sur une humaine qui refuse de publier son histoire parce qu'il lui a raconté la vérité, il s'est confié. Mais même avec tout ça, on n'a pas l'impression qu'il est tombé amoureux de Lois. Et Lois, de son côté, ok, elle refuse de publier l'histoire parce qu'elle respecte Clark et ce qu'il a traversé, y compris dans le fait que son père voulait le protéger et que c'est pour ça que Clark n'a pas fait certaines choses. Mais concrètement, on n'a pas de scène où on voit qu'ils se rapprochent réellement. On voit juste que la relation est là parce que dans le comics, à la base, elle était là. Mais personnellement, j'aurais préféré une relation réellement développée entre les deux personnages, plutôt que de se contenter de dire, bah voilà, ils sont ensemble parce que dans le comics, ils étaient ensemble. Et là, il n'y a pas vraiment le pourquoi du comment ils finissent ensemble. C'est un peu dommage parce que c'est vraiment dans les soucis d'écriture, je pense, que ce film a des problèmes. Et la relation, justement, est un de ses plus gros soucis. Il y a aussi le fait, et ça je pense que je le répéterai pour la trilogie de Snyder, pour Man of Steel, pour Batman vs Superman et pour sa Justice League dont on parlera, ça s'adresse surtout aux déjà fans de DC. C'est-à-dire que ceux qui connaissent Superman de base ne seront pas perdus dans ce film. Ils apprendront à connaître Superman, ils seront intéressés, ils se diront oui je le connais déjà, c'est intéressant cette vision. C'est-à-dire que ce film, en fait, si vous êtes fan à la base de Superman, que vous connaissez quelques bases de son histoire, vous comprendrez à peu près tout le film. Par contre, si vous ne connaissez pas Superman, c'est rare mais ça existe, eh bien vous ne comprendrez pas tout. Et moi personnellement ça me dérange parce que quand tu fais une adaptation cinématographique, sachant que le cinéma vise quand même beaucoup plus de public que les comics, je dis pas ça contre cœur, j'adore les comics, c'est pas bon parce qu'ils ne comprendront pas. Et le but justement quand on adapte un héros au cinéma, moi je suis pour le fait qu'un réalisateur puisse faire sa vision, mais il faut penser à ceux qui connaissent et ceux qui ne connaissent pas de base
le personnage, le héros, le méchant, l'univers. Et là, j'avoue que de ce côté-là, Zack Snyder et David S. Goyer n'ont pas totalement géré le truc. On sent que Zack Snyder est fan de Superman, hein, il le montre, il adore Superman et ça se voit. Mais il y a quand même des soucis dans le fait que ceux qui ne connaissent pas Superman de base, ils aimeront peut-être pas le film parce qu'ils ne l'auront pas totalement compris. Et encore une fois, c'est quelque chose qu'on retrouvera dans les 2 autres films. Évidemment, comme beaucoup de personnes, je vais reprocher la mort d'un certain personnage. Enfin, plusieurs morts, mais pas pour les mêmes raisons. Sachant que je garde ça pour la partie spoil parce que c'est pas totalement pourri. Mais j'avoue que la première mort du film, c'est pas totalement le symbolisme derrière qui me gêne, c'est plus l'exécution. Pas par rapport à comment ils veulent raconter, juste comment ce personnage meurt. Non, ça ne marche pas. Même si, en termes de symbolisme, c'est beau, en termes de film, on n'y croit pas une seconde. Mais j'en parlerai plus en détail dans la partie spoil. En termes de mise en scène, il y a 2 détails que je critiquerai, mais pas totalement, hein, juste parce qu'au bout d'un moment ça devient casse-pied. Déjà, la caméra tremblante. Alors, la caméra tremblante, c'est un des rares films où j'apprécie la caméra tremblante. Mais la caméra tremblante, elle marche dans des moments d'action en priorité. Parce que Superman, c'est quand même très mouvementé dans les phases de vol, dans les phases de je frappe un ennemi. Donc de ce côté-là, ça va. Par contre, dans des moments calmes où on voit la caméra trembler, il y en a un peu, hein, pas beaucoup, bah là ça marche moins. Et sinon, il y a les zooms aussi. Oui, des fois, il y a des zooms comme ça qui se font. Alors, il y en a pas des masses non plus. Des fois ça marche un peu et des fois ça marche pas. Et j'avoue que j'en ai pas eu marre de ces zooms, ça m'a pas empêché de suivre. Mais je peux pas nier non plus que ça m'a fait un petit peu bizarre. Enfin, pour terminer dans les défauts, je me plaindrai du fait qu'il manque une scène importante par rapport au développement de Superman. Et c'est plutôt vers la fin du film en plus, hein. Disons que c'est une scène assez primordiale dans le développement d'un héros après ce qui s'est passé. Malheureusement, j'ai l'impression qu'ils n'y ont pas pensé ici. Ce qui est dommage parce que je sais que je suis pour le fait que je peux imaginer des choses. Mais là, le problème de ce genre de scène, c'est qu'on passe d'un état à un autre comme ça sans savoir le comment du pourquoi. Et ça me dérange. Mais cette scène, on en reparlera en partie spoil. Et c'est tout en fait. Le reste du film est réussi, je suis désolé. Bon, après, il y a peut-être 2-3 points dont on va reparler ici, d'autres en partie spoil. Mais dans la majorité du film, de ce qui reste là, je n'ai pas de grands défauts à rajouter. Donc on passe tout de suite à la partie positive avec, pour commencer, les personnages. On a tout d'abord Clark Kent alias Kal-El alias Superman, joué par Henry Cavill. C'est un habitant venu d'ailleurs qui veut découvrir ses origines afin de savoir pourquoi il a été envoyé sur Terre. Concrètement, il aimerait comprendre qu'est-ce qu'il fait là. En soi, c'est un personnage assez intéressant à suivre. J'ai vu que certains lui reprochaient un manque de développement. Oui, mais je ne trouve pas que ça soit si dramatique que ça ici. Surtout qu'encore une fois, c'est un film qui s'adresse surtout aux fans de Superman de base. Donc logiquement, on est déjà au courant. Mais après, je comprends que ça en jette certains et que ça soit rajouté dans les défauts. Mais pour ma part, il est assez bien développé. C'est un héros plutôt attachant, un personnage plutôt attachant dans sa manière d'aimer ses parents malgré qu'ils soient différents, ou même justement dans le fait qu'il veut aider les autres au bout d'un moment. Donc en soi, je trouve que le personnage n'est pas parfait, mais est quand même un bon personnage principal à suivre. Surtout que c'est un personnage intéressant sur le fait qu'il est kryptonien, mais il apprend à la fois de ses parents terriens et de ses parents kryptoniens. Enfin, surtout des 2 pères en fait, parce que les mères elles sont assez secondaires, plus pour Lara que pour Martha. Mais en soi, c'est pas non plus dramatique. Sinon, on a Lois Lane, jouée par Amy Adams, qui est une très brillante reporter qui a remporté le Pulitzer et sur qui le Daily Planet mise beaucoup. Mais il faut croire que cette histoire-là a beaucoup plus de mal à convaincre. Et pourtant, elle est déterminée à savoir qui est son mystérieux sauveur. Donc en soi, Lois Lane, c'est un super personnage ici. On a une reporter qui se bouge les fesses et qui n'a pas peur d'aller vers le danger. Et pas en termes d'inconscience, hein, vraiment en termes je suis une reporter, je veux savoir la vérité. Donc de ce côté-là, j'ai envie de dire que cette Lois Lane est très bien. Et aussi une preuve que malgré qu'elle pense avant tout à ses articles, elle a aussi du cœur. Parce qu'elle ne veut pas publier l'article sur Clark Kent, parce qu'elle sait ce que ça entraînerait en écoutant son histoire. Donc en soi, cette Lois Lane, on peut dire que c'est une femme qui ne pensait qu'à ses articles, et qui devient un peu plus humaine. Ensuite, on a Jor-El, joué par Russell Crowe, qui est un homme très respecté de la planète Krypton, qui a essayé de prévenir ses semblables du danger, mais qui n'a pas été écouté. C'est un homme assez sage qui veut juste le meilleur pour son fils. C'est aussi pour ça qu'il l'envoie sur Terre, c'est à la fois pour protéger son fils, mais aussi pour qu'il soit différent des Kryptoniens de maintenant. Les Kryptoniens de maintenant, c'est les Kryptoniens qui ont exploité la Terre au point de la détruire.
Alors justement, il ne veut pas que Cal soit comme eux, mais qu'il devienne meilleur qu'eux, d'où le fait qu'ils grandissent aussi dans un autre environnement, la Terre avec les Terriens. En soi, je trouve que c'est un père intéressant, qui veut vraiment guider son fils sur la bonne voie, qui est persuadé de savoir quelle est la bonne voie aussi, faut le savoir parce qu'il le guide pratiquement pendant tout le film, et ça marche. Jor-El ici agit vraiment à la fois comme un guide et comme un père. Il aide son fils à vouloir savoir la vérité, à lui faire comprendre ce qu'il aimerait qu'il devienne. Et le symbole d'espoir qu'il aimerait qu'il devienne, c'est une manière de dire justement qu'il veut être fier de lui de cette manière. Et non pas pour répéter les erreurs de Krypton. Ensuite, on a l'autre père de Superman, à savoir Jonathan Kent, joué par Kevin Costner. Et bien là, on a un héros un peu plus humble, c'est-à-dire un personnage avec beaucoup de cœur malgré qu'il ne soit qu'un humain, mais c'est aussi une très bonne source d'inspiration pour Clark. La majorité du film, il écoute son père biologique, mais mine de rien, on sent aussi qu'il y a eu l'influence de son père spirituel, de son père adoptif. C'est-à-dire que là, on a un père qui veut le meilleur pour son fils. En attendant, Jonathan Kent, c'est un père qui aime son fils malgré qu'il soit différent, qu'il veut voir heureux et qu'il veut voir devenir comme un homme comme les autres. Pas dans le sens où il craint ses pouvoirs, mais il sait ce que ça entraînerait si Clark révélait ses pouvoirs beaucoup trop tôt au monde. Et en soi, c'est pour ça que j'aime beaucoup Jonathan Kent dans cette version, parce qu'on a un homme qui sait à quel point les pouvoirs de Superman pourraient choquer le monde tellement ils ne sont pas prêts, et justement le cache par rapport à ça. Il cherche à le protéger comme n'importe quel père ferait avec son enfant. En fait, les deux pères de Superman, je trouve qu'ils sont assez bien travaillés ici. Ensuite, on a Martha Kent, jouée par Diana Lane. C'est la mère adoptive de Superman, elle fait de son mieux pour prendre soin de lui, pour s'occuper de lui malgré qu'il soit différent, qu'il ait des pouvoirs, et c'est une mère très attachante. On sent qu'elle prend soin de Clark du début à la fin, on sent qu'elle aime son fils malgré qu'il soit différent. Elle a pas autant d'influence que Jonathan, mais ça reste une mère très attachante qui fait de son mieux pour prendre soin de son fils. Ensuite, on a Perry White, joué par Lawrence Fishburne. C'est un rédacteur en chef de journal qui cherche à établir la vérité à travers ses articles. Donc le fait qu'il refuse que Lois publie l'histoire sur Superman, c'est un petit peu logique. Parce que même lui réfléchit aux conséquences du « qu'est-ce que tu crois que les gens penseraient s'ils savaient qu'ils ne sont pas seuls dans l'univers, surtout avec des êtres aussi extraordinaires ?» En soi, c'est un patron de journal qui peut sembler sévère, mais on comprend qu'il pense à son journal. Et surtout, moi ce qui me plaît chez ce personnage, c'est qu'il n'est pas sans cœur. Certes, il est sévère, mais quand on voit comment il se comporte pendant l'apocalypse, eh bien là, il nous donne la preuve qu'il a du cœur. Non mais voilà, moi j'aime bien Perry White dans cette version, il n'est pas très important mais je l'aime bien. Maintenant on va parler du général Zod, joué par Michael Shannon. Concrètement c'est un général qui a tenté de faire un coup d'état contre le Haut Conseil de Krypton parce qu'il savait que le Conseil était corrompu et probablement que la planète était perdue. Mais il a échoué et s'est retrouvé dans la zone fantôme. Et depuis il est en quête de retrouver le Codex afin de ressusciter Krypton et de retrouver Kal-El afin de lui faire payer les erreurs de son père. J'aime beaucoup cette version de Zod. Je la trouve plus profonde, plus sympathique. On n'a pas juste un conquérant qui est en mode haha, je suis puissant, je viens conquérir la Terre. Là, on a un méchant plus profond. Certes, c'est un soldat, mais un soldat qui a été programmé à sa naissance, comme la majorité des enfants de Krypton. Là où justement, Kal-El est une naissance biologique. Ce n'est pas une naissance organisée, c'est vraiment une véritable naissance. Mais en soi, le fait que Zod soit programmé en tant que soldat pour protéger Krypton et qu'il veuille ressusciter Krypton, quitte à sacrifier la Terre, ça se comprend tout à fait. Je trouve même d'ailleurs que en tant que premier méchant pour un film qui lance un Superman, c'est une bonne idée. Bon, j'aime beaucoup le Superman de Richard Donner avec le Lex Luthor qui est juste énorme. Mais j'avoue que l'idée d'avoir fait en premier Zod et non pas Lex Luthor, eh bien en soi ça marche bien. Parce que justement, Kal arrive sur Terre, et là il rencontre un de ses semblables qui n'est pas d'accord avec lui. Kal-El veut protéger le monde, il veut inspirer le monde, devenir un symbole d'espoir, là où Zod est prêt à anéantir toute l'humanité pour pouvoir reconstruire Krypton parce que c'est la seule raison pour laquelle il vit. D'ailleurs là, sans le vouloir, je viens de vous dire en quoi la dichotomie des deux personnages est bonne. Parce que d'un côté l'espoir, de l'autre le chaos. Mais chacun a ses raisons, l'un a du cœur, l'autre n'en a plus. En tout cas, ce Zod, je le trouve plus développé qu'on pourrait le croire. Je trouve que c'est un très bon méchant qui fonctionne bien dans ce long métrage. Évidemment, dans un film de super-héros, le symbolisme est assez important par rapport au costume, par rapport à ce que ça représente. Et dans ce film, ça ne fait pas vraiment exception. Entre ce que représente Kal-El justement pour ses parents biologiques, surtout Jor-El en fait, parce que c'est lui qui avait le plus d'espoir pour Superman,
Enfin, surtout Jor-El en fait, parce que c'était vraiment lui qui avait le plus d'espoir par rapport à Kal-El. Entre les deux parents de Superman qui représentent chacun une manière de voir les choses et il doit trouver un équilibre entre les deux, même s'il suit plus le côté de son père biologique que de son père adoptif, on sent qu'il a eu l'influence des deux personnages dans son parcours, dans son voyage, dans sa quête d'identité. On a aussi le Codex pour le Général Zod qui est un espoir pour lui de reconstruire Krypton quitte à détruire les choses, et on a Zod qui est un symbole de désespoir. Je peux pas tout vous citer parce qu'il y a pas mal d'éléments quand on analyse bien le film, mais en vrai, en termes de symbolisme, il y a plein d'éléments qui fonctionnent. Je voudrais revenir rapidement sur deux choix du casting que je trouve très intéressants, Russell Crowe et Kevin Costner. Ce que je trouve vraiment génial dans le choix de ce casting, sachant qu'ils incarnent tous les deux les pères de Superman, c'est que justement, ils ont déjà été des héros chacun. Vous prenez Kevin Costner par exemple, il a incarné Robin des Bois. Robin des Bois, la légende, l'homme qui venait en aide aux pauvres en volant les riches. Alors déjà, le faire jouer Jonathan Kent, c'était une très bonne idée. Et ensuite, on a Russell Crowe. Russell Crowe qui a joué dans Gladiator, qui a joué le général Maximus, enfin, l'ancien général Maximus, excusez-moi, et qui est devenu un symbole. Un symbole. Là, c'est même pas un héros. C'est un symbole. Il a sauvé ses confrères gladiateurs. Il s'est battu pour que justement Rome soit rendue aux sénateurs, c'est-à-dire au peuple. Donc, il est vraiment devenu un symbole. Donc, faire en sorte que le symbole incarne Jor-El et que le héros du peuple incarne Jonathan Kent, c'était un très bon choix de casting. En termes d'évolution, il n'y en a que deux qu'on peut réellement voir dans ce long métrage. On a d'abord celle de Superman, bien évidemment, qui apprend à savoir ce qu'il doit devenir pour la Terre, ce qu'il aimerait devenir, ce qu'il doit incarner à travers le fait de devenir un héros. Et de l'autre côté, on a aussi Lois Lane, que je trouve intéressant sur un point, c'est qu'au début, elle n'est pas sans cœur, du moins elle n'en a pas l'air, mais on se dit qu'avant tout, ce sont ses articles qui comptent, et là, elle commence à être un peu plus humaine. En tout cas, ce sont deux petites évolutions, mais qui marchent bien. Enfin, celle de Clark n'est pas petite, mais elle fonctionne, c'est le principal. Là, je vais parler d'un détail qui va fâcher. L'esthétique de Zack Snyder. Il faut savoir que l'esthétique de Zack Snyder est détestée par beaucoup de fans. Parce que ça va pas avec un vrai film de cinéma. Alors en général, je suis d'accord que l'image doit être belle. Mais j'aurais une petite question à vous poser. Est-ce que le choix de l'esthétique peut jouer par rapport à ce que ça raconte ? Et Zack Snyder nous dit que oui. Alors autant dans des films comme justement 300 et Watchmen, là c'est vraiment son style à lui. Mais dans le cas de Man of Steel, l'esthétique grisâtre marche. En fait, l'esthétique grisâtre va avec le fait que le monde va mal, que le monde est en conflit, en chaos, et avec l'arrivée de Zod sur Terre, ça ne s'arrange pas. Et donc justement, la seule chose qui est colorée, c'est Superman avec sa cape rouge. Parce que c'est lui qui essaye d'apporter la lumière dans ce monde qui a besoin de lumière, qui a besoin d'espoir. Donc autant je suis d'accord que vous n'aimiez pas l'esthétique de Zack Snyder, autant quand on y réfléchit, ça peut marcher dans certains de ses films. En termes de mise en scène, à part ce dont j'ai parlé dans la partie négative, et encore là c'est plus en termes de débordement, de surutilisation, mais pas forcément en termes de très mauvaise mise en scène, la mise en scène dans l'ensemble elle est plutôt bien bossée. Je trouve que Zack Snyder a fait une mise en scène assez intéressante et assez bien travaillée dans la majorité. Même, je me plaignais de la caméra tremblante et des zooms, mais la caméra tremblante elle fonctionne bien avec les moments d'action. Le moment du premier vol de Superman en caméra tremblante dans les plans rapprochés, elle est géniale. Et dans l'action, on peut dire que Zack Snyder s'est vraiment fait plaisir. Il sait mettre en scène Superman et un conflit de Superman contre un de ses super vilains. C'est génial, vraiment, je trouve que la mise en scène est bien travaillée. Bref, je trouve que la mise en scène est bien travaillée et je regrette sincèrement qu'on ne le souligne pas. Parce que oui, on n'aime pas l'esthétique ou plein d'autres choses, mais réellement la mise en scène est développée, on comprend bien par la mise en scène. On a de superbes plans de Superman quand il vole, de mise en scène travaillée qui nous faut comprendre ce qui se passe. Franchement, je dirais pas que Zack Snyder est un génie de la mise en scène, mais je dirais qu'il a une mise en scène intéressante dans ce Man of Steel, qui arrive à nous raconter ce qui se passe sans trop de difficultés. Et surtout, c'est ça moi qui personnellement me plaît le plus, les scènes d'action ont vraiment une mise en scène qui fonctionne. Ça va avec le côté chaotique qu'apportent les pouvoirs de Superman contre des ennemis aussi forts que lui. Même sans ça, je trouve que la mise en scène est peut-être classique, mais qu'elle marche bien, qu'elle fait le boulot. Après, on a les costumes que sincèrement, je trouve magnifiques. Je vais pas me plaindre des costumes parce que j'ai vu que certains se plaignaient des choses du genre « Oh, il a pas son slip rouge au-dessus du costume comme le costume original. Oh, il a pas le jaune dans le S. » Franchement, c'est des défauts de gamin, là, que vous êtes en train de dire. D'accord, ça vous gêne.
Mais en même temps, ça vous a pas gêné quand Batman a changé de chauve-souris. Donc pourquoi ça vous gênerait que Superman ait plus son jaune dans le S? Bon, faut bien changer les logos au bout d'un moment. Et même sans ça, je trouve les costumes de bonne qualité. Les armures kryptoniennes, le costume de Zod, même le costume de Superman est magnifique, je ne me retirerai jamais assez. Donc non, en termes de costume, je dis oui. En termes d'univers, ça se concentre surtout sur Superman avec les kryptoniens et tout ça, mais ça apporte quand même pas mal d'éléments de l'univers de Superman qui donnent envie d'en savoir plus. En termes d'inattendu, il y a pas mal d'éléments qui marchent bien. Les musiques sont très bonnes, j'adore le thème du vol qu'a mis Hans Zimmer, parce que oui, c'est Hans Zimmer qui a composé les musiques, et je trouve réellement les musiques superbes, ça raconte très bien ce qui se passe à l'image, ce sont des superbes musiques. Le jeu d'acteur n'est pas exceptionnel, mais il est plutôt bon dans l'ensemble. Henry Cavill, il fait un assez bon Superman. Le jeu d'acteur n'est pas exceptionnel, mais il est plutôt bon dans l'ensemble. Henry Cavill fait un bon Superman. Amy Adams c'est une très bonne Lois Lane. Lawrence Fishburne s'en sort bien en Perry. Enfin bref, je trouve que dans la majorité ça s'en sort bien. Et Michael Shannon, bah il est plutôt bon en Zod. Même dans le côté où il essaie de montrer plus de colère, plus de profondeur, plus de sentiments, bah je trouve que ça marche avec le personnage. Bref, en termes de jeu d'acteur, je trouve qu'il est assez qualitatif. Les effets spéciaux, ils ne sont pas parfaits comparés à Marvel, mais ça va, ça fait le café. Et puis bon, je ne veux pas être méchant, mais je pense que les boîtes d'effets spéciaux ne sont pas toutes au même niveau. Et puis ça va, en vrai, les effets spéciaux du film passent plutôt bien. C'est pas non plus des choses horribles qui nous font dire « Ah, ça fait mal aux yeux, ah !» Non, on n'est pas dans le fils du masque, hein, pour vous dire le niveau des effets spéciaux. Puis même sans ça, c'est pas aussi réaliste que les Batman de Christopher Nolan, mais ça reste un film qui a des effets spéciaux assez convaincants. Il y a des décors assez jolis, il y a des références qui fonctionnent plutôt bien. Ah, il y a une chose que j'aime beaucoup aussi, c'est la construction du long métrage. Ce long métrage est en 3 parties. Il y a la première partie sur Krypton, hein, qu'on connaît. Il y a la deuxième partie où Superman est en quête d'identité. Et il y a la troisième partie quand Zod arrive sur Terre. Bizarrement, pour un film de 2h20, je trouve qu'ils ont fait une construction intéressante de l'histoire. L'émotion est pas trop mal, il y a des scènes où on ressent vraiment de la peine pour Superman ou d'autres personnages. Et la tension... Oui, c'est assez efficace, la machine à gravité a fait réellement des victimes. Partie spoil, j'avoue que j'ai pas mal de choses à dire, mais on va commencer par la mort de Jonathan Kent. Alors, j'ai dit qu'il y a une chose que j'aimais pas dans cette mort dans la partie négative, c'est l'exécution de la mort. Dans le symbolisme, ça marche bien, ça va avec le fait que Superman perd un être cher. Mais dans l'exécution, ça ne va pas avec une image qui se veut réaliste. Mais ça serait peut-être le seul défaut que je reprocherais réellement à la mort de Jonathan dans ce film. La scène a été reprochée pour ça, mais aussi pour 2 autres raisons. La première étant que Jonathan retourne à la voiture pour sauver leur chien. Oui, alors? Je vois pas le problème avec le fait qu'il veut sauver son chien. Jonathan a toujours vu ces animaux comme des êtres vivants qu'il respecte. Qui plus est, qui fait partie de sa famille. Donc oui, il va sauver son chien tout comme il y serait retourné sauver sa femme ou sauver son fils. Donc non, c'est pas choquant de voir ça. Et la chose qui a été le plus critiquée de cette scène, c'est le fait que Clark n'ait pas sauvé son père alors qu'il aurait pu le sauver. Parce que oui, Clark aurait pu sauver son père. Mais pourquoi il ne l'a pas fait? Parce que son père lui a dit non. Parce qu'il sait les risques que ça aurait entraîné pour Martha, pour lui, mais aussi pour Clark, qui certes est en période d'interrogation, de se dire qu'est-ce que je veux faire de ma vie, sachant que j'ai des dons extraordinaires, mais qu'est-ce que ça entraînerait par rapport aux autres habitants? La peur, la colère, la haine, le dégoût, le rejet. Encore une fois, Jonathan est un père qui cherche à protéger son enfant. Et pour ça implique qu'il se sacrifie pour le sauver. Parce que Clark aurait pu le sauver, mais Jonathan lui a dit non. Il a préféré se sacrifier pour préserver son fils et ses pouvoirs, plutôt que de le voir se révéler au grand jour et se mettre encore plus en danger, y compris Martha et lui. En fait, c'est une superbe scène où Jonathan se sacrifie pour sauver son fils. D'ailleurs, vu qu'on est sur Jonathan, on va revenir sur le fameux peut-être qu'il a sorti. Oui, parce qu'en fait, Clark a demandé à son père ce qu'il aurait dû faire. Est-ce qu'il aurait dû laisser mourir les gamins dans le bus qu'il a sauvé? Et Jonathan lui a répondu peut-être. Pour beaucoup, ça a été une réponse très offensante, disant qu'ils avaient détruit le personnage de Jonathan en lui faisant dire ça. Sauf qu'il a pas dit ça dans le sens où il aurait préféré voir des gosses mourir pour préserver le sien. Jonathan est un père qui cherche à protéger son fils parce qu'il sait qu'il a des pouvoirs et il sait ce que ça entraînerait à son école, avec ses camarades, avec ses voisins et autres, s'il révélait ses pouvoirs. Donc concrètement, ce peut-être, c'est pas un peut-être dans le sens « t'aurais dû les laisser mourir ». C'est un peut-être dans le sens « je suis fier de toi, mais tu t'es mis en danger en révélant tes pouvoirs ». Donc en fait, non, ce peut-être n'a pas détruit le personnage de Jonathan. Il est en période d'interrogation lui aussi par rapport à ce qu'il doit faire avec son fils. Et je rappelle aussi, il est assez hésitant sur la réponse. Et c'est pas une question facile que lui a posée Clark. Essayez de vous mettre à sa place et de lui donner une réponse. Mais attention, sans que vous connaissiez Superman et que vous découvriez ses pouvoirs. Donc vous oubliez tout ce que vous avez appris par rapport aux comics, même par rapport à Superman. Je pense que vous ne trouverez pas de réponse adéquate.
Là, je voudrais revenir sur un autre défaut qui a été reproché au film, le fait que Superman ait soi-disant détruit la ville. Dans ce contexte-là, je vais vous poser plusieurs questions. La première étant, est-ce qu'on a vu le même film ? Parce que si vous parlez de la ville de Smallville, savoir là où a lieu la première bataille contre Faora et l'espèce de gros poids lourd, oui. Là, d'accord, c'est une critique que je comprends, même si on va en reparler. Mais si vous parlez de Metropolis, c'est pas lui qui a branché la machine à gravité, c'est pas lui qui a détruit la majorité des façades, surtout que lui, c'est surtout des coups de Zod qui l'ont projeté, et c'est pas lui qui a tué la majorité des habitants. Surtout qu'il se sert jamais d'éléments du décor pour affronter Zod. Il y a que Zod qui le fait, lui balancer un camion par exemple. Donc non, il n'est pas responsable de la destruction de la ville de Metropolis. Pour Smallville par contre, là il est vrai qu'il est responsable de quelques dégâts. Mais c'est là que je vais vous poser une question très importante, et je vous demande de m'y répondre sincèrement. Est-ce que vous pensez que Superman peut affronter des ennemis au même niveau que lui, des combattants en plus, donc des gens entraînés, sans faire de dégâts dans une ville ? Et il y en a qui vont me dire, bah dans ces cas-là, il a qu'à les emmener hors de la ville. Bah oui, bien sûr, c'est vrai que c'est facile. C'est pas comme si Faora et le gros poids lourd attaquaient en priorité les militaires et que Kal-El était surtout un élément du décor, ou que Zod, même s'il est aveuglé par la haine, a bien dit qu'il voulait tuer les habitants pour faire souffrir Kal-El. Et donc, si Kal-El s'était enfui et que justement Zod l'aurait suivi, il aurait compris la stratégie, vu que c'est un soldat qui s'adapte et il serait revenu à Metropolis pour faire quelques victimes. Pareil, si pendant l'affrontement il affrontait Kal-El, il en aurait profité pour faire quelques victimes. C'est aussi pour ça d'ailleurs que Superman se tue à sauver les militaires. Genre le militaire qui tombe de l'hélicoptère, il aurait pu continuer d'affronter Faora et l'autre, et il a préféré le sauver. Ouais, je pense que beaucoup oublient que les ennemis ne sont pas cons. Je pense que les ennemis ont très bien compris que les habitants de Metropolis étaient le point faible de Superman. Du moins dans le sens où il ne laisse personne mourir et il essaye. On en vient à la deuxième grosse critique, Superman qui tue Zod. Je déteste cette critique. Parce qu'en fait, cette critique-là n'est pas faite par des gens qui tentent de comprendre la situation, mais par des gens qui se disent « C'est pas comme Superman du comics, c'est pas le vrai Superman. Vous savez que même Superman, il est pas toujours pur, hein. Même lui, il a des moments de faiblesse. » En clair, Zod est sur le point de tuer quelques habitants avec ses lasers qui sortent des yeux, et Kal-El, pour l'arrêter, n'a qu'une solution, le tuer. Chose qui, justement, est contre ses principes, et qui est plus la manière de faire de Zod et non de lui-même. Et à ce moment-là, il a fait comme Zod. Et évidemment, ça a traumatisé Kal-El. Mais pourquoi cette scène est bien ici, alors que dans Superman 2, c'est un peu problématique? Alors déjà, Superman 2, pour vous raconter le contexte, Superman arrive à priver Zod de ses pouvoirs, il le jette dans l'océan glacé avec un grand sourire, et voilà. Donc concrètement, il a tué Zod volontairement avec un grand sourire, et là par contre, on lui a pas reproché de ne pas être le Boy Scout qu'on connaît à la base. Alors que là, c'était totalement gratuit, il n'y avait aucune raison qui poussait à tuer Zod. Alors que dans Man of Steel, il n'avait pas le choix, c'était pour sauver des gens, parce que Zod s'adapte, il a une puissance de plus en plus élevée en apprenant les pouvoirs de Superman. Donc forcément, Superman allait perdre l'avantage. Donc sa seule solution, c'était de tuer Zod. Et surtout, ça amène un développement intéressant. Kal-El s'est mis à tuer. Et ça l'a traumatisé. Il voulait devenir un exemple pour les humains. Il voulait inspirer un espoir. Mais pas en tuant. Parce que tuer, ça n'apporte pas de l'espoir. Ça apporte du désespoir. Et ce n'est pas ce qu'il veut incarner. Il ne veut pas devenir comme Zod. Mais il a dû le devenir pendant un court instant pour se débarrasser de lui. Donc c'est une victoire de Zod sur ce coup-là. Puis bon, c'est pas au même niveau non plus qu'un Joker qui pousse un Batman à tuer. J'ai même envie de dire, Joker Batman c'est beaucoup plus poussé que ça. Là c'est plus léger, donc ça passe un peu mieux. Et puis bon, c'est pas comme si les héros étaient parfaits et ne tuaient jamais. Par contre, moi je voudrais qu'on parle de la scène d'après, qui a passé une scène de rédemption à mon avis. Pour ceux qui ne le savent pas, ce qui est intéressant des fois dans les films de super-héros, c'est le fait qu'on voit une scène de rédemption. Une scène où le héros s'en veut de ce qu'il a fait, où il se pose des questions sur ce qu'il a fait. Est-ce qu'il a bien fait? Est-ce que justement, il peut encore porter le costume après ça? Est-ce que ça ne va pas changer les choses? Grâce à qui il s'en est remis? Eh bien ça, malheureusement, dans Man of Steel, on ne le voit pas. C'est bien dommage d'ailleurs, parce que dans Amazing Spider-Man 2, quand Peter a perdu Gwen, là, on avait vraiment une scène de rédemption où Peter ne voulait plus mettre le costume parce qu'il s'en voulait de la mort de Gwen et qui finalement, grâce à Tante May et au discours de Gwen qu'il a enfin entendu et regardé, il retrouve le courage de remettre le costume. Dans Man of Steel, on le voit faire un câlin à Lois et après, on sait pas combien de temps s'écoule, mais on le voit détruire un satellite de l'armée pour éviter de se faire repérer. Je pense que vous auriez pu vous permettre une petite scène en plus d'au moins 5 à 10 minutes, au moins pour qu'on voit la rédemption de Superman.
Même si ça dure que quelques semaines, hein, mais au moins la voir, quoi. Parce que là, j'ai du mal à croire que Superman, après ça, se relève en mode tout va bien. Non, non, il faut qu'on voit justement comment il s'en est remis. Voilà, je crois que j'ai pas grand chose à ajouter. Donc concrètement, ce Man of Steel, pour moi, c'est un très bon film. C'est un très bon reboot, c'est mon Superman préféré sans hésitation, même si ce n'est pas le meilleur encore une fois, hein. Superman de Richard Donner est bien meilleur. Mais c'est un reboot fait avec beaucoup de passion, beaucoup d'amour, et je pense que certains défauts, comme je l'ai dit dans la partie spoil, ont été grandement exagérés. Après, vous n'aimez pas le film autant que moi, je peux le comprendre, vous n'aimez pas la construction, l'esthétique, ça se comprend tout à fait. Mais personnellement, en termes d'analyse et en étant fan de Superman, j'ai réellement apprécié ce reboot. Et je le redis encore une fois, c'est le Superman que je préfère. Le film n'est pas parfait, je le reconnais, il y a des défauts que j'ai cités, mais c'est réellement un film que j'aime beaucoup. C'est un film d'ailleurs que je trouve sous-estimé. Et c'est triste parce que ce Man of Steel a vraiment été fait avec beaucoup d'ambition, beaucoup de passion. Ça n'en fait pas le meilleur film Superman, mais ça n'a jamais été le but. Si le but d'un reboot c'était à chaque fois de faire mieux que le précédent, excusez-moi de le dire, mais il y a beaucoup de films qui se seraient vautrés dans ces circonstances. Donc oui, ce n'est pas meilleur que Superman de Richard Donner, mais c'est un très bon reboot sous-estimé que je vous conseille de revoir, si ce n'est pas déjà fait. Mais si vous n'aimez pas, je le comprends tout à fait. Sur ce, c'était ma critique de Man of Steel, une critique assez longue d'ailleurs, je m'en excuse, mais j'avais beaucoup de choses à dire sur ce film. Je vous remercie d'avoir regardé, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!